Clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Merci Jean-Sébastien. On va essayer de démarrer ça. Et voilà. Vous voyez la présentation et entendez ma voix? Super. Donc, bienvenue au... Très bien, merci Aviram, très bien. C'est good. Je vous souhaite la bienvenue pour la multiplication qu'on fait ensemble du Knowledge Seeker Workshop jeudi passé, numéro 403. Et c'est en même temps notre collaboration pour influer directement et irrévocablement sur la conscience collective pour la élever. Donc aujourd'hui, le thème est très splendide. Connais-tu le cycle de la vie et de la vie? Nous connaissons par notre conscience collective tous et toutes, on connaît le cycle de la vie et de la mort. Et aujourd'hui, le thème est déjà le thème de la multiplication est concerné avec la conscience collective parce que cette croyance qu'il y a un cycle de la vie et de la mort, et la mort, c'est tout à fait naturel et c'est inévitable, et tout le monde est né comme un bébé, vieillit jusqu'il tombe dans la tombe, et voilà, la vie est finie. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est pas vrai du tout. Donc, on va voir comment et pourquoi. J'ai pris un peu la même fille Superwoman ou Supergirl de la dernière fois parce que je trouve c'est son geste de se propulser dans les airs, c'est formidable et ça va très bien avec le cycle de la vie et de la vie. Donc, on commence avec les bonnes nouvelles d'abord. Vous voyez sur l'image, sur votre écran, les 3 types de l'unité universelle pour le voyage spatial. Il y a tout à gauche la version pour les voyages plus longs au-delà de notre système solaire. L'espace en arrière, c'est probablement assemblée de réacteurs pour transporter et répliquer la nourriture, de l'eau et tout ça dans notre corps, c'est-à-dire pas dans sa forme matérielle comme les réplicateurs. Si vous avez... Non, mais c'est pas possible. Il y a un microphone ouvert. Merci.
Si vous avez vu Star Trek Voyager ou Enterprise, vous avez vu qu'ils ont des réplicateurs eux aussi, mais c'est comme des petits micro-ondes où ils tapent, où ils disent qu'est-ce qu'ils veulent et la machine, à ce moment-là, produit matériellement ça. Pour nous, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on va satisfaire les besoins à la source. L'unité universelle satisfait les besoins à la source, c'est-à-dire sur le niveau fondamental, et elle n'a par conséquent pas besoin de passer par le niveau matériel. L'unité au milieu, c'est celle qui va être utilisée le 6 juin. Elle est faite pour des voyages autour de la planète Terre, mais également à notre satellite, notre chère Madame la Lune. Ça, c'est pour le 6. Et tout à droite, vous voyez une unité qui est faite plutôt pour envoyer ou transporter des choses, des marchandises, des produits, whatever. Monsieur Kesh nous éclaircit chaque semaine un peu plus sur comment les unités d'amélioration pour le vol fonctionnent. Dans le contexte, il disait, en vous faisant voler, il vous nourrit et vous guérit en absorbant les champs universels. Et c'est ça ce que j'ai indiqué un peu avant, que quand on utilise cette unité pour se déplacer, pour téléporter, on peut par exemple ne pas, admettons, on entre dans l'unité sur la Terre et on a oublié de manger, donc on a faim. On arrive sur la Lune, il n'y a plus de faim. En plus, on va remarquer que l'arthrose ou le cancer ou n'importe quelle condition physique qui était là avant le vol, entre guillemets, ont disparu aussi. C'est-à-dire, les fonctions de l'unité, elle prend soin de notre corps tout simplement parce qu'elle crée un environnement qui fait que dans cet environnement, il est très facile pour nous de laisser notre libre arbitre permettre tous à l'âme pour que l'âme prenne le contrôle de notre vie matérielle, physique. Et quand l'âme s'implique dans quelque chose, c'est forcément toujours à la norme, c'est-à-dire des phénomènes comme des conditions de maladie ou soif ou faim ou toutes sortes d'autres choses ne peuvent pas avoir lieu à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une voiture volante parce que M. Kesh est toujours demandé, vous avez pas pu montrer la première voiture qui vole en Belgique parce que le gouvernement de Belgique a volé on n'appelle pas ça avec le gouvernement, on ne dit pas voler, on dit confisquer. Comme si on applique un autre mot, ça fait autre chose. Non, c'est volé. Ils sont venus, ils ont volé la voiture avec tout ce qui va avec, afin que la Fondation Kesh ne peut pas montrer la voiture qui vole. Entre-temps, la Fondation Kesh continue le développement éternel et harmonieux de sa technologie. Et la voiture qui vole est largement dépassée, donc on n'a plus besoin de la voir parce qu'on a mieux maintenant. Et la deuxième partie de la phrase, c'est une voiture vivante, alors un être vivant, parce qu'elle a une âme. Et elle va nous libérer de les roues. Alors, vous savez probablement de l'école que l'humanité a passé à travers quelques révolutions technologiques ou sociales. Une, c'était l'invention ou le développement de l'agriculture sédentaire
parce qu'on pense les premiers humains rôdaient les forêts comme les animaux. C'est très questionnable, cette opinion-là. Elle est fondée sur pas grand-chose. Alors ça, c'est une. Je ne vais pas aller plus dans ce détail-là. L'autre, c'est la révolution quand l'être humain a inventé la roue. Ça aussi, ça présume avant, nous étions tellement cons, on n'a pas pu penser pour des milliers d'années qu'une roue, peut-être, ça serait bon, non? On n'a pas eu idée parce qu'il n'y avait pas de route. Et il n'y a pas de voiture, donc pourquoi des roues? Et ces roues-là, c'était comme une révolution parce que les effets de cette révolution sont encore là aujourd'hui. Même les avions ont des roues, même il y a des hélicoptères qui ont des roues. On se demande pourquoi. Et évidemment, les trains, sauf les bateaux, la plupart des bateaux n'ont pas de roues. Il y a aussi des roues dans nos montres, il y a des roues de toutes sortes de mécanismes industriels. Donc, la roue a a conquéri la vie humaine très, très profondément. Et maintenant, on est avec cette nouvelle technologie des unités d'amélioration universelle. On est devant le grand moment où on peut dire merci beaucoup à la roue et la libérer ou envoyer en vacances ou envoyer se promener pour la suite de notre développement harmonieux comme race humaine. Parce que quand on transporte les êtres humains et les choses par l'âme ou par le plasma, on n'a pas besoin de mécanisme, donc la roue n'a plus lieu. Voilà. Ensuite, il a mentionné, peut-être vous avez vu ça, je crois que ça fait au moins 2 ans que John de Nevada, de la Fondation Cache Nevada, US, il a beaucoup expérimenté avec plusieurs magraphes pour créer des champs plus larges et aussi pour créer des champs dynamiques et ce qu'on appelait à l'époque le vent plasmique, ce qui est une force lévitationnelle qui va nous rendre capables de voler, de léviter. Et dans ce contexte-là, M. Kesh a évoqué que les unités universelles, ils ne sont pas basés sur des réacteurs, mais ils sont basés sur les magraphes. Donc, ils créent les mêmes champs que les magraphes de la même façon. Je vous ai mis comme les choses les plus évidentes de cette comparaison. Vous voyez à gauche un schéma de l'unité de vol où les 2 autres unités, ça fonctionne toujours de la même façon. Vous avez 3 composants. Vous avez à l'extérieur l'ellipse ou la sphère bleue qui représente le champ de l'âme. Vous avez à l'intérieur de celle-ci, vous avez la sphère rose qui représente l'âme de la forme physique, le libre arbitre, la personnalité, le mental, comment on veut le nommer. Et à l'intérieur de ça, vous avez le corps physique de l'être humain. Donc, l'unité universelle pour le vol représente la même trinité de laquelle nous sommes créés, sauf dans la plupart de chez nous, il n'y a pas cette séquence.
l'âme de la forme physique, notre personnalité ou libre arbitre, est gonflé au-delà de l'âme. Comme ça, il peut contrôler l'âme et aussi contrôler la forme physique. Malheureusement, il n'a pas les connaissances pour faire ça bien. Donc, il y a des maladies, il y a des accidents et des choses comme ça. Mais dans l'unité universelle, ça ne peut pas avoir lieu parce que les champs sont toujours équilibrés et donc tout le système est à la norme. Vous vous rappelez l'image à droite que dans un magraphe, vous avez aussi 3 étages. Et me semble, vers la fin 2018, quand M. Kirsch parlait encore des magraphes, il a dit qu'il a comparé déjà les 3 bobines aux 3 composants, aux 3 niveaux de réalité de notre être, c'est-à-dire le physique, l'âme de la forme physique et notre âme tout courte. Ensuite, il a dit cette unité d'amélioration universelle n'est pas une machine, mais un être vivant. Pourquoi? Parce qu'elle a une âme. Une machine n'a pas d'âme. Dans notre compréhension de l'univers avancé, non, je vais commencer autrement. Dans les écoles, j'imagine, enseigne encore aux enfants que la nature, notre réalité, se divise dans des éléments qui sont vivants et dans les éléments qui sont non vivants. Alors, une montre n'est pas vivante, une grenouille est vivante. Et nous sommes vivants aussi. Dans la science du plasma et la science de Eden, on a reçu des informations qui relativisent cela beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, toute la matière qui nous entoure et de laquelle nous sommes fabriqués nous-mêmes, elle est faite de molécules. Les molécules sont faites d'atomes. Les atomes sont faits d'électrons et de protons et de neutrons. Et toutes ces unités les plus petites, on peut dire, ils ont à l'intérieur, au centre de eux-mêmes, une vacuité de matière qui est pleine d'énergie, qui est l'âme. C'est-à-dire que chaque électron, chaque proton, chaque neutron a une âme et on peut très bien dire tous les éléments de l'univers qui contiennent une âme sont vivants parce qu'ils interagissent avec toutes les autres âmes au même temps. Et ils ont doté d'un développement éternel harmonieux. Tout ça, on ne savait pas avant, mais tout ça fait que on va avoir aujourd'hui la misère à trouver quelque chose qui n'est pas vivant. Comme M. Kirsch, il formule ça souvent, même une pierre a une âme, c'est-à-dire même une pierre qu'on pense parce qu'elle bouge pas ou elle bouge tellement lentement, elle bouge. Mais elle bouge tellement lentement que ça dépasse notre discernement de mobilité. Donc, on ne peut pas voir avec nos yeux, on ne peut pas voir une pierre bouger. Mais quand vous suivez les enseignements de Grigory Grabovoy de plus intensément, vous développez naturellement plus votre clairvoyance et vous pouvez, à l'aide de votre clairvoyance, qu'on peut aussi appeler imagination, vous pouvez voir le mouvement de la pierre. Si vous regardez, même si vous regardez n'importe quelle pierre dans votre environnement naturel, on parle maintenant, vous voyez
cette pierre dans cette forme exactement, elle n'est pas éternelle, elle n'a pas été éternellement comme ça. Par exemple, un caillou à la plage qui est tout rond et tout lisse, il se faisait lisser par le mouvement des vagues et qu'il se frotte avec d'autres pierres par des millénaires et blablabla. Bla, bla. Donc, on voit, il y a un mouvement et les pierres se déplacent par des forces volcaniques, par la gravitation tout court, par l'eau, par le vent ou whatever. Donc, ça nous fait repenser notre perception de la réalité dans laquelle nous vivons. Et c'est très important de penser ça parce que de cette manière-là, on influence doublement sur la conscience collective. Parce que quand on s'en occupe des enseignements qui sont des enseignements en provenance du Créateur, ça déjà influe automatiquement sur la conscience collective et change notre perception de la réalité à la langue. Et deuxièmement, encore plus, si le sujet duquel nous traitons fait déjà partie de la conscience collective. Voilà. En tant qu'être vivant, cette unité respecte totalement notre liberté absolue. C'est-à-dire, elle ne peut pas imposer cet équilibre super heureux, elle ne peut pas l'imposer. Ça prend quand même que notre libre arbitre, c'est-à-dire nous décidons d'aller dans la machine et une fois qu'on est dans cette unité-là, on reste ouvert et on accueille volontairement les expériences qu'elle va nous faire vivre ou peut nous faire vivre. Et ça dépend, liberté absolue, ça veut dire ça prend absolument notre permission, la permission de notre libre arbitre qui est prêt à exposer tout notre système au complet, la totalité de nous, à une nouvelle expérience. De toute façon, comme un autre qualitatif que M. Kirsch a donné, ce que tout le monde qui suit les sciences du plasma depuis un bout le sait déjà, parce que toutes les parties de cette unité sont nanoplaquées, comme les magraphes, ça crée un changement. La présence des éléments nanoplaqués change l'environnement du matériel au fondamental. Ce changement de réalité devrait se refléter dans un changement d'observation aussi. Et ça, M. Kirsch a dit, ça à l'époque quand John a fait ses expériences avec les champs des magraphes, des champs collectifs de plusieurs magraphes. Je crois il a posé les magraphes dans une formation étoile et il a mesuré soit avec une lampe à néon, une ampoule de néon, soit avec un test de phase électronique qui fait bip, 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 bip. Mais il a principalement fait ça. Et M. Kirsch, il a souvent demandé, mais qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez ces petits gadgets pour détecter les champs? Oui, c'est bon et tout, ça va, mais est-ce que vous ressentez aussi une différence quand vous entrez dans ce champ créé par 4 ou 5 magraphes? Donc ça, c'était une question de M. Kirsch
pour nous mettre le nez sur le point que faudrait un peu laisser de côté les gadgets qui aident nos sens pour faire plus confiance à notre ressenti, qui est notre faculté avec laquelle nous pouvons interagir sur le niveau fondamental. Ensuite, il a dit, vous avez peut-être remarqué, l'unité de vol à 4 sièges. Et les 4 sièges créent il y a comme 4 clients ou 4 passagers, on va dire. 4 passagers assis, les 4 âmes des 4 passagers dans cet environnement harmonisant vont harmoniser leur propre âme, chacun sa propre âme, pour créer au même temps la 5e âme, qui est le soleil plus haut, qui complète la formation étoile. Alors, cette unité, M. Kesh dit, c'est la somme et l'aboutissement du développement de la technologie du plasma. Et l'homme ne s'est jamais déplacé d'une manière aussi sûre, même pas quand il va juste se promener. Parce que quand on se promène, on peut trébucher et tomber, on peut se blesser. On peut aussi se promener très longtemps, perdre ses points de repère et errer, se perdre. Toutes ces deux situations-là ne sont pas à la norme. Dans une unité d'amélioration universelle qui est gérée par l'âme, rien ne peut être pas à la norme. C'est-à-dire même si on a, admettons, une version poche pour la poche, on la met dans sa poche et on se promène, on ne peut plus trébucher. Ou si on trébuche, on va tomber tellement lentement que c'est une expérience absolument flyée et wow, que je vais faire ça comme 25 fois maintenant. Et on atterrit comme une plume sur la terre. Et ça fait, de toute façon, on ne peut pas se blesser comme ça. Ça fait pas mal, mais ça augmente notre exploration, notre champ d'expérimentation. Alors, de cette manière, non seulement on est le plus sécurisé qu'on peut l'être, parce qu'aucune situation qui n'est pas à la norme ne peut nous arriver. Et de l'autre côté, ça ouvre toute autre avenue pour expérimenter autre chose, comme je disais, avec de tomber ou avec je tombe et je tombe comme une plume. Ça devient que tomber, le phénomène de tomber qui est lié à se faire mal, va se dissocier les deux. Donc, tomber, ça peut devenir une expérience très agréable et même voulue. Même chose pour perdre son chemin. Je perds mon chemin parce que je perds les repères, parce que je ne peux plus m'orienter à l'aide de mon mental rationnel. Avec mon cœur, avec mon âme, ça ne veut pas dire que je suis perdu. C'est juste mon âme m'amène dans un endroit pour dire, hey, va voir ça, ça c'est encore plus flyé, encore plus wow que ce que tu as vu il y a 3 heures. Alors comme ça, notre vie nous peut nous présenter beaucoup plus de situations nouvelles qui vont nous amener à libérer nos préjugés et les croyances collectives. Que de tomber, quand tu tombes, tu te fais mal.
Non, après 3, 4 expériences avec l'unité universelle de ce genre-là, on sait, on ne peut plus se faire, c'est impossible. Une fois, je crois, une fois on a fait cette expérience avec cette unité d'amélioration, on n'est plus capable de se faire mal, on n'est plus capable de tomber malade, d'avoir un accident ou de se tromper. Sauf si on mobilise vraiment beaucoup d'énergie volontaire et on pompe, encore une fois, on essaie de pomper le libre arbitre, mais là, on va dire, ah, mais c'est moins bon. Pourquoi je ferais ça? C'est moins bon. Je ne veux pas faire ça. Donc, personne ne va le faire. Donc, on va rester sur cette voie non inviolable. Ensuite, M. Kesh a mentionné qu'avec cette unité de vol spatial, avant, vous vous rappelez, dans la dernière multiplication, il a dit que dans le ciel nocturne, toutes les étoiles qu'on voit ne sont pas toutes les étoiles. C'est des fois des points lumineux qui sont composés de plusieurs unités de vol d'autres races de la communauté universelle qui créent à l'intérieur de leur unité un environnement comme une autre planète d'où ils viennent pour vivre proche de la Terre sous des conditions à eux. Parce qu'ils n'ont pas, ils sont très aussi attachés à leur corps physique comme nous. Et de cette manière, ils veulent surtout pas apparaître comme un être humain, avec seulement 2 jambes et seulement 2 yeux, 2 bras, 2 oreilles, tout ça. C'est trop limité pour eux. Donc, ils trouvent, non, on va rester avec notre tentacule et avec les yeux tout autour de la tête, mais on n'a même pas de tête, tout autour de cette protrusion-là. Donc, ils sont obligés à ce moment-là de amener plusieurs unités pour créer un environnement propice à leur corps qu'ils ont tellement identifié avec. Pour dire que ces unités peuvent être aussi placées comme 3, admettons, dans des zones de désastre. Vous voyez sur l'image une zone de tremblement de terre. Donc, à ce moment, dans cette zone de désastre, les unités placées, ils vont nourrir les gens qui sont à l'intérieur de cette zone-là. Ils vont éviter de toute évidence toutes les épidémies, pandémies ou maladies. Et ils vont donner aussi un abri pour les gens qui y habitent parce que leur toit est cassé. Donc, les murs aussi. Donc, ils vont être protégés contre la pluie, les intempéries, les températures trop haut, trop bas et tout ce qui n'est pas à la norme pour notre petit corps physique. Ensuite, et M. Kesh a dit quelque chose que Aviram jubile toujours quand il entend ça. La chose était la Fondation Kesh arrête maintenant à négocier avec le gouvernement. Ah, enfin, parce que ça m'est tombé sur les nerfs un peu, franchement, quand M. Kesh disait, dans le background, il parle avec des politiciens et il veut que ce politicien et l'autre, ils font ceci et cela pour la paix et ils font jamais rien, ils ont juste corrompu et blablabla. Ça m'énervait comment je trouvais, il court après les gouvernements qui n'ont pas mérité ça. Maintenant, il dit, cette technologie, elle est tellement avancée et tellement déjà là, comme le sentiment que nous avons eu quand il a présenté la dernière semaine,
qu'il n'y a plus besoin de négocier quoi que ce soit parce que les conditions de vie sur tous les plans de notre vie sociale, politique, économique, technologique sont déjà en train de changer. C'est de toute évidence une question d'intelligence de voir ce changement déjà maintenant. Si on a le moins notre conscience est structurée, le moins qu'on peut le voir. Donc, si on est comme un hardcore politician, on a une conscience très, très, très pauvrement structurée, c'est-à-dire on ne le voit pas du tout. Et à ce moment-là, on va se braquer pour protéger son petit bakshish qu'on reçoit de la fondation Bill Gates. Bon. Mais toutes les autres qui ont comme, même si c'est infinitésimablement petit, intelligence, ils vont voir ça, OK, le jeu qu'on a joué pendant 8000 ans est terminé aujourd'hui même. Donc, il n'y a plus de négociation avec la Fondation Cash. C'est très clair que cette technologie va s'implanter très rapidement dans tous les domaines de notre vie. Et le plus avec le temps, ça va faire que ceux qui résistent ça, ils vont de plus en plus avoir l'air con. Et les êtres humains n'aiment pas ça. On veut, même comme politicien, je dirais, mais pas d'offense, non? Je ne veux pas attaquer aucun politicien personnellement. Je parle juste de la profession. Profession, c'est un très grand mot pour ça. Comment on appelle ça? Wow, c'est encore plus grand. Passe-temps? Le passe-temps, admettons. Dans leur passe-temps ou leur rôle social, ils aiment beaucoup le pouvoir, ils aiment d'avoir leur vie sécurisée et confortable, ils aiment avoir l'applaudissement de leurs citoyens et ils aiment avoir être aimés. Ça, c'est comme à la fin. Et ils aiment apparaître dans les yeux de leurs citoyens comme intelligents parce que c'est comme un peu comment M. Kush il appelle ça, la confirmation de leur existence. Donc, si de plus en plus de citoyens pensent que le président n'est pas très intelligent, ça va pas. Ça, là, le président va faire quelque chose parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Ça va si les citoyens ont peur d'un dictateur, par exemple. Là, ils se sont flattés, mais si tout le monde rit de lui ou de elle, non, c'est pas vraiment acceptable. Là, on va changer un peu. On va parler avec notre département des relations publiques pour changer cette imagerie-là. Donc, ça veut dire que la Fondation Cash quand elle dit on ne négocie pas, c'est-à-dire elle ne donne plus de résistance au gouvernement et elle ne se met pas en opposition avec eux non plus. Elle va juste dire, oh, si vous acceptez pas aujourd'hui, c'est pas grave. En sachant qu'ils vont être forcés de l'accepter comme la semaine prochaine. Donc, un grand devoir pour tous ces gens en habits noirs, chemise blanche, cravate pas très colorée et mascarade. Oui, ça c'est sûr. OK, donc ça, nous, on peut prendre ça comme exemple. On n'a plus besoin de s'opposer au gouvernement. C'est comme une labour d'amour perdu. On n'a pas besoin de faire ça.
on peut plus utiliser notre temps à travailler sur le côté positif, c'est-à-dire l'influence que nous avons par notre travail, comme ce qu'on fait actuellement, pour élever la conscience collective. Ça, c'est beaucoup plus valorisant et efficace que de se opposer et de faire d'autres trucs pour comme tordre le bras au gouvernement de revient dans une éthique. Je crois que ça marche pas de toute façon. Et on a appris avec ce qu'on a appris que quand on s'occupe de l'opposition à un gouvernement qu'on perçoit injuste, on donne l'énergie, notre énergie vitale à la chose qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est si notre intelligence et notre conscience est assez structurée, on sait ça. Donc on va tout simplement arrêter toute opposition parce que ça sert à rien. Et quand vous avez observé M. Kesh au fil des années, il se oppose comme à rien. Il tire des conséquences, il dit la vérité, mais il ne va pas s'occuper plus que ça des choses qu'il ne veut pas voir dans le monde dans lequel il vit. Et nous pouvons très bien prendre ça comme un exemple pour nous-mêmes, parce que c'est ça ce qu'on veut. Ensuite, il y avait des questions du public. Une question, les unités génèrent-elles de la lumière par la friction avec les éléments dans l'atmosphère pour que nous puissions les voir voler dans le ciel dans la nuit ou même dans la journée, peut-être, des points lumineux qui volent? Monsieur Kesh a répondu que non, faut que je dise, j'ai compris de ce que Monsieur Kesh disait en tant que réponse, j'ai compris le suivant. Ça, c'est mieux. Parce que ce que je vous dis, c'est comme j'ai compris ça. C'est pas nécessairement ce que Monsieur Kesh a dit. Alors, les unités peuvent créer de la lumière si ils bougent en proximité des éléments qui sont un peu de la même force, c'est-à-dire où il y a interaction. Les éléments avec lesquels les interactions sont plus faibles, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de création de lumière non plus. Et j'ai entendu lui dire que la chose la plus sûre pour détecter un vaisseau en vol, c'est par nos sentiments. On va le sentir. Donc, quand vous faites tous les jours, vous faites vos commissions, vous travaillez, et tout à coup, c'est comme quelque chose, et tout à coup, vous avez comme un sentiment tout à fait content, heureux, bien, joie, amour. Quand ça arrive comme sans raison, peut-être c'est parce que une unité universelle se promenait proche de vous et avec nous, ces unités ont beaucoup d'interactions parce que c'est la même âme. Donc, un autre indice que d'abandonner un peu nos sens au profit de nos sentiments. Deuxième question, que se passe-t-il lorsque les personnes à l'intérieur de l'unité n'ont pas la même idée du but du voyage? Admettons, Catherine veut aller à Honduras. Jean-Sébastien veut aller à San Juan. Et qui d'autre? Et Katharina veut aller à
Novosibirsk. Et les trois, ils sont très décidés. Et ça prend une quatrième personne, Aviram. Il veut aller chez sa maman. Aviram veut toujours aller chez sa maman en Allemagne. Donc, les trois sont très décidés. Ils prennent place dans leur siège. Alors, la machine, elle va dire, et puis, je peux pas aller à 4 endroits différents simultanément. Donc, décidez-vous. Et là, les quatre commencent à se parler entre eux. Non, 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 non. Ça va pas du tout comme ça. Nous prenons place et nous avons déjà appris au début de cette multiplication-là que l'unité universelle, elle crée un champ complètement équilibré. C'est-à-dire, on ne peut pas garder notre libre arbitre séparé. Comme nos âmes vont fusionner pour créer une âme collective pour le voyage, nos libres arbitres vont aussi être ensemble et dire « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce processus ?» Et là, mais finalement, ça ne me dérange pas d'aller même voir la maman d'Aviram, c'est pas grave, ou à Novosibirsk, on s'en fout. J'aime être avec vous et j'aime arriver à quelque part et c'est pas vraiment important, me semble, où exactement. Donc, à ce moment-là, le but harmonisé va se cristalliser et à ce moment-là, l'unité universelle va arriver à ce moment-là. Et c'est la volonté des quatre. Et cette volonté collective, ce n'est pas un compromis. Ce n'est pas, OK, d'abord, je me retire un peu, je laisse avancer Ekaterina ou Jean-Sébastien. C'est pas ça. Ou pour la paix, je laisse les autres décider. C'est pas ça. C'est que toutes les quatre vont tout à coup voir une destination. Peut-être c'est même une destination que chacun des quatre avait pensé avant. Ça se peut. Et là, cette nouvelle destination, tout le monde va avoir cette idée de la nouvelle destination en étant la meilleure au même moment. Ça fonctionne comme ça. Donc, ces personnes vont sacrifier quoi que ce soit. Dans le sens du mot sacrifier, conscience collective actuelle. J'aimerais vous dire que, et j'ai regardé à un moment donné, lexique étymologique, qu'est-ce que ça veut dire sacrifier? Ça vient du latin sacrum facere. Sacrum, ça veut dire saint ou divin. Facere, ça veut dire rendre. Sacrifier, ça veut dire je rends un élément divin. Ça dit rien que dans l'autre sens de sacrifice. Et le sens original qui est à la norme, hein, on voit ça très bien, ça n'a rien à faire. Hein? Quand je sacrifie moi-même, je me rends divin et je ne perds rien, je gagne tout. Ensuite, M. Kesh a fait une remarque sur le World Peace Treaty, sur le traité de la paix mondiale. Au début, nous avons tous pensé, et on l'a dit aussi, que la paix mondiale, ce traité-là, que les dirigeants doivent le signer avec encre sur papier. Et jeudi passé, M. Kesh a modifié ça. Il a dit, ce n'est pas vraiment important que qui
que ce soit signe sur papier. Les signatures du papier, ça peut être faux, ça peut être bidon, ça peut être qu'est-ce que ça voudrait. Mais il dit, c'est absolument indispensable qu'il est signé avec l'âme et le cœur. Et avec l'âme, on ne peut pas faire semblant. Donc, ça prend, et de toute façon, même si c'est signé avec un stylo sur papier, au fond, chez quelqu'un, même nous, quand on dit je suis ici pour rendre service et ne pas pour servir, être servi, ça veut dire cette philosophie-là, c'est comme un traité de nous, de notre libre arbitre ou de notre personnalité devant notre âme. Et là, on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire semblant. Voilà. Ensuite, j'ai pensé, parce que Monsieur Kesh et Rick, il met souvent au début et des fois au début et à la fin une vidéo de 11 minutes qui explique le cycle de la création proposé par Monsieur Kesh. Donc, j'ai pris ce vidéo, j'ai mis sur le diapo le cycle de la création, le titre en français, qui est aussi le lien vers ce vidéo-là. Et je ne l'ai pas traduit littéralement, c'est pas mon genre, mais je l'ai essayé de comprendre et je vous multiplie ma compréhension maintenant. En fait, c'est 17 minutes. Donc, la création de l'homme, selon la science d'Eden, selon Anastasia, selon M. Kesh, selon Osho, selon beaucoup d'autres mondes, toutes confondues, l'homme est créé dans un acte de co-création magnifique, splendide, par le Créateur et l'homme lui-même. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre les créateurs et l'homme. Ensuite, et finalement, l'homme est créé au début des temps dans un seul élan d'amour, comme tous les autres éléments de l'univers, chaque élément avec un nombre infini de possibilités d'évolution déjà créées à ce premier moment. Dans ce premier moment, il est appelé par la physique ordinaire le Big Bang. Et le Big Bang, parce que chaque élément créé se développe éternellement, cette explosion initiale, elle perdure dans le temps éternellement. Donc, ce Big Bang n'est pas terminé, il continue à banger. Ensuite, la création, très simplement dit par la science du plasma, elle va plus nous expliquer les détails, c'est des rayons cosmiques en provenance du centre de l'unicos, qui équivaut l'âme du Créateur, crée l'âme de l'être humain et cette âme crée ensuite le corps physique de l'être humain pour avoir une interface pour interagir sur le plan matériel et évoluer. OK. Ensuite, l'âme, elle est sur le niveau plasma, elle est sur le niveau fondamental ou sur le niveau où tout est lumière informationnelle tout court. Elle va ralentir ses champs à un point jusque
le taux d'énergie ou la vitesse du mouvement est tellement lent ou faible que cette énergie peut collapser en matière à ce moment-là. Vu que toute création en provenance du Créateur, il n'y a pas d'autre, tous les éléments que le Créateur a créés dans le premier moment, élan d'amour, contiennent la possibilité d'un développement harmonieux éternel. C'est-à-dire, c'est pas seulement les univers qui s'expansent, qui grandissent, c'est chaque élément dans lequel les univers sont composés grandissent infiniment pareil. Ça ne veut pas nécessairement dire que nous devions plus grands et ça veut dire un Américain est plus évolué qu'un Mexicain parce qu'il est plus grand. Non, ça ne veut pas dire ça. Grandir et développement harmonieux, ça s'applique plus sur le plan non visible que sur le plan visible. Vous savez, dans le temps quand la Terre était plus loin du Soleil, c'est-à-dire moins évoluée, il y avait des dinosaures et des machins comme ça. Et aujourd'hui, on est plus proche au Soleil, on comprend plus, on est plus conscient, on est plus structuré. Alors, les grands êtres ont disparu au profit des êtres plus petits. Donc, de cette manière-là, les Mexicains sont plus évolués que les Américains. Non plus. Ensuite, comment ça fonctionne? Du centre de l'univers sont émis des paquets d'énergie non spécifiques qui sont dans un environnement. Le premier environnement, c'est l'environnement de l'unicos, qui contient la possibilité de nombre infini d'univers. Et dans cet environnement de l'unicos, l'âme du Créateur, c'est-à-dire les paquets non spécifiques d'énergie plasmique, vont se concrétiser, se densifier dans un univers. Ensuite, cet univers a un centre et ça fonctionne de la même façon que le centre de l'unicos avant. Donc, il y a des paquets d'énergie non spécifiques qui sont émises, des rayons cosmiques. Dans cet environnement de l'univers, se crée alors un système solaire avec le soleil, un soleil physique au centre. Prochain pas. L'âme du soleil, dans un environnement galactique, c'est-à-dire le système solaire avec la galaxie autour, crée en interaction la Terre. Ensuite, l'âme de la Terre, dans l'environnement de la Terre, crée l'âme de l'homme qui crée son corps. Ensuite, l'âme de l'homme, dans un environnement on ne connaît pas encore, tout dépendamment qu'est-ce qu'il voudrait, va créer une autre entité, un autre environnement qui va avoir un centre qui peut créer d'autres environnements et d'autres entités par la suite. Vous voyez ça? Donc, chaque centre crée un nouveau monde qui a un centre lui-même, qui crée un nouveau monde qui est un centre lui-même d'un autre nouveau monde. En autres mots, ça veut justement dire le processus que Grégory Grabovoi le dit. Il dit le créateur crée des créateurs
qui crée des créateurs, qui crée des créateurs. Donc, c'est toujours exponentiel. Et la qualité de ça, c'est aussi que chaque création, soit l'univers, le soleil, la terre, l'homme, etc., ne sont pas des états finaux, sont des états de basculement. Alors, dans cette séquence que vous voyez sur le diapo, décrit comment la création, le moment de sa création, devient lui-même créateur pour une autre étape de création. Comme ça, le créateur n'a pas besoin de créer chaque morceau de sable, graine de sable, chaque molécule d'air. Non, les environnements qu'il crée, les entités qu'il crée, ils ont doté de la même créativité. Donc, chaque élément créé devient créateur lui-même pour continuer la création exponentielle. Wow, hein? Et ensuite, ça c'est sur le plan fondamental. Pour traduire ça sur le plan matériel, l'âme de l'homme créée après sa création, son interface à lui, à partir des atomes qui sont mis ensemble en molécules, qui sont mis ensemble en cellules, qui sont mis ensemble en organes, qui sont mis ensemble en corps, qui sont mis ensemble en tant qu'humanité. Et chaque étape, c'est les mêmes étapes qu'on a vues avant. Un atome a son âme. Quand ça se regroupe en molécules, il y a une âme collective du molécule qui est créée. Quand les molécules se regroupent en cellules, c'est l'âme de la forme physique de la cellule qui est créée. Toutes les cellules créent l'âme de la forme physique de l'organe, tous les organes l'âme de la forme physique du corps, et tous les corps ensemble créent l'âme de la forme physique ou le mental de la race humaine. Et ainsi de suite, jusqu'on revient au Créateur. Donc, ça fait comme, c'est pas linéaire du tout, c'est cyclique. Pour ça, M. Kesh dit dans cette vidéo à plusieurs reprises, il n'y a pas de fin. Chaque fin est un nouveau commencement. Mais parce que c'est exponentiel, ce n'est pas vraiment un cercle, c'est plutôt une spirale qui revient au moins même point vu de en haut, c'est comme un cercle, mais vu de côté, c'est un étage ou plusieurs plus haut. Et ça symbolise très bien l'idée d'explosion ou l'idée d'évolution qui est comme une explosion, quoi. Pourquoi on dit cycle de la vie et de la vie? Parce que la mort n'existe pas. C'est l'âme du Créateur est éternelle. Il crée à son image notre âme qui est par force éternelle, qui crée son interface qui est à son image, qui est à son image de l'âme, qui est à son image du Créateur éternel pareil. Et tout ce que nous créons est principalement et fondamentalement a priori à la norme aussi. Sauf, ça serait comme ça si notre conscience individuelle et notre conscience collective seraient complètement structurées. À ce moment-là,
on ne pourrait pas voir autre chose partout que le développement éternel harmonieux. Mais toutes les parties non structurées de notre conscience vont parasiter notre perception et alors, à ce moment-là, on va voir la vie et la mort, le cycle de la vie et de la mort, qui est faux, qui n'est pas vrai, mais ce n'est pas une illusion non plus. La perception, pour nous, est valide parce qu'on peut voir un corps mort et on peut même se voir mourir. C'est juste, c'est une perception qui est valide, mais elle n'est pas vraie. C'est une illusion. La perception d'une illusion est valide pour nous. Si on pense une corde et un serpent, on saute pour se protéger. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire pas, ça veut dire il y a une différence entre valide et vrai. Donc, si, et là, M. Kesha évoque dans son vidéo l'éthique de l'homme. Donc, si nous pouvons soit carburer ou vivre avec, à partir de, si notre libre arbitre est dans la partie non structurée de notre mental, on va avoir des intérêts particuliers. Si on est de l'autre côté, mental bien structuré, on va voir la motivation plutôt du salut global parce qu'on a compris que c'est la méthode pour me rendre heureux, la seule qui fonctionne vraiment. Quand je suis dans les intérêts particuliers, la mort physique est une conséquence. Parce que je ne suis pas structuré. Dans la vidéo de M. Kesh, la mort physique, la séparation de l'âme de la forme physique de l'âme est aussi possible si j'ai vécu une vie selon le salut global. Oui, ça se peut. On peut être complètement éthique et ne pas comprendre comment nous sommes créés. C'est possible. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ils vivent une vie complètement éthique et ils ne comprennent pas comment l'univers est créé, comment nous sommes créés. Et à ce moment-là, quand j'ai vécu, je carburais par des intérêts particuliers, c'est-à-dire je n'ai rien donné dans ma vie à la Terre. Après ma mort physique, je vais me disperser tous mes éléments qui me constituaient vont se disperser dans l'univers en paquets d'énergie non spécifiques, c'est-à-dire poussière. Tandis que quand j'ai vécu une vie de générosité, j'ai vécu pour le salut global et je vis la mort physique parce que j'ai pas compris et parce que peut-être moi j'ai un peu compris, mais je peux pas voir l'autre côté parce que la conscience collective ne le permet pas encore. À ce moment-là, je ne deviens pas poussière, mais mon âme devient partie d'un autre monde, peut créer, être la semence d'une autre planète, d'un autre système solaire, d'un autre univers même. Et parce que j'ai vécu
pour le salut global et pour la paix, ce système solaire qui va se créer à partir de mon âme, après ma mort physique, ce système solaire va être paisible et ne pas, comme maintenant, la Terre, un lieu de guerre sans fin. Ouais. Néanmoins, quand on ne comprend pas notre perception est parasitée par la conscience collective, par ces croyances-là. Et ça nous fait voir les animaux meurent, les plantes perdent leurs feuilles, même les étoiles et les galaxies et les univers peuvent passer dans un trou noir pour redevenir la matière d'un autre univers. Alors même aussi longtemps qu'on n'a pas normalisé la conscience collective, on ne peut ne pas voir les galaxies et les étoiles mourir. C'est pas une réalité qu'on voit, c'est la conséquence de notre croyance à l'existence ou la validité de la mort. Rien d'autre. Alors, de cette manière-là, quand on vit une vie éthique et on ne comprend pas au même moment parce que notre conscience collective n'est pas encore à la norme, on va vivre ça comme nous venons du Créateur et nous revenons à notre mère, au Créateur, au même moment. Alors, pourquoi, c'est ça la question, ils ont déduit deux questions. Alors, pourquoi sommes-nous attachés à notre forme physique? On est tellement attachés que, admettons, une des croyances de la conscience collective est je suis ma personnalité, je suis Aviram. Et je suis tellement convaincu de ça que quand je vais mourir, je vais oublier ma personnalité actuelle pour en créer une autre à laquelle je vais croire avec la même férocité. Tous les deux sont faux. C'est des perceptions valides, mais pas vraies. Et même dans la séquence vie, mort, réincarnation, vie, mort, réincarnation, chaque cycle, la nature est faite de la manière qu'on doit oublier sa personnalité avant. Parce que sinon, il y a quelques cas où c'est arrivé, les personnes sont réincarnées avec la mémoire de leur personnalité avant et ça les met dans des situations complètement impossibles et douloureuses au point qu'ils sont devenus schizophrènes. Parce qu'ils ne pouvaient pas consolider deux personnalités dans un corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont l'âme qui se sert de la personnalité pour créer le corps physique. Ils sont identifiés comme nous aujourd'hui, de la plupart du temps. Nous sommes identifiés à notre personnalité et non à notre âme. Et comme ça, on peut aussi se penser parce qu'on sait, je vais mourir, mon corps va composter et mon mental va composter aussi, c'est-à-dire ma personnalité. Donc, est-ce qu'il y a une vie après cette vie? Alors, la question est très valide
Et notre bien-aimé Osho a dit, avant de vous poser la question, est-ce qu'il y a une vie après la vie, posez-vous la question plus importante, est-ce que vous avez vécu une vie avant la mort? Et de vivre une vie avant la mort, c'est-à-dire de vivre intensément, c'est-à-dire de ne pas suivre les autres, ça veut dire de faire ses propres expériences, ça veut dire de aimer. Et là, vers la fin, M. Kesh dit deux phrases super importantes, deux phrases clés pour ses enseignements et aussi pour notre situation en particulier. Première, nous ne pouvons pas changer ce que nous comprenons pas. Pourquoi pensons toutes les révolutions, la révolution française, la révolution russe et toutes les autres révolutions, pourquoi ils nous ont pas apporté le bonheur? Parce qu'on n'a pas compris une chose très simple. Nous n'avons pas besoin de gouvernance. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image du Créateur. Est-ce que le Créateur a besoin d'un gouvernement? Ou le Créateur bébé a besoin d'une gouvernante? Non. Donc, comment pouvons-nous changer notre vie si nous ne comprenons pas le processus de sa création? Et là, on comprend de plus en plus, avec toutes les multiplications qu'on fait, on comprend de plus en plus. Le plus je comprends les enseignements de M. Kesh et de Grigory Grabovoy et de beaucoup d'autres, le plus je suis habilité à être capable de changer ma vie. Parce que je peux prendre des positions qui ne sont pas dictées par la conscience collective. Et à la suite, il a dit, ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, que nous devenons, même si nous passons par la mort, nous devions un autre monde, soit comme poussière, comme matière première, soit comme créateur, co-créateur. Nous, dans notre vie physique, on met sur le monde des petits bébés physiques et on prend beaucoup soin d'eux, on les nourrit bien, on essaie de les procurer un environnement bien, on les envoie dans des écoles bien, si jamais ça existe. On fait beaucoup de choses que le développement du bébé physique soit bien. Mais maintenant, on a appris que parce que grâce à notre âme, nous engendrons d'autres mondes après notre vie, ça nous donne beaucoup de responsabilités. À quoi ça sert de rester agressif, borné et non structuré comme Aviram, et par la suite de créer un monde où règnent les guerres, la magouille et tout ça? Si je peux comprendre comment ça fonctionne et mettre un peu d'effort sur rendre mes réactions plus aimables, plus gentilles, plus en voie de, après ma mort, si jamais je meurs, de créer un univers qui est paisible. Ces nouveaux univers, c'est
autant nos enfants que nos enfants physiques. Et là, vous vous rappelez de Khalil Gibran qui a dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les flèches sur votre arc. Et M. Kej a dit, je l'ai entendu dire dans son vidéo, que sur le niveau de l'âme que nous créons après la mort physique, un autre univers, c'est beaucoup plus directement nos enfants que nos enfants sur le plan physique. Il conclut avec « Il nous faudra peut-être beaucoup de temps pour comprendre tout cela. » Peut-être pas. Parce que le plus qu'on fait des multiplications et ensemble et on influe sur la conscience collective, le moins de temps ça va prendre. Tout ce qui est recueilli par l'âme, au final, quel que soit le stade d'évolution atteint, devient le point de départ d'une nouvelle création. C'est aussi que la mort n'est pas un état. C'est juste une porte. On était un être humain dans un corps physique. Ici, on passe par la mort, le corps se détache et on devient une autre planète, une autre galaxie, une nouvelle création. Et c'est la beauté de la création. Et lorsque vous le comprenez, vous comprenez qu'il n'y a pas de limite. Et cet état de pas de limite devient accessible pour nous, pas quand nous sommes plus pieux ou plus obéissants. Non, ça vient, c'est proportionnel à notre compréhension. Pour ça, pour Grigori et pour Mère Rankesh, la chose la plus importante, c'est les connaissances. Comprendre. Le plus que nous comprenions, le plus de possibilités nous avons de changer notre vie pour plus de bien, pour plus de bonheur, pour plus d'amour, pour plus de félicité. D'accord? D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration, pour influer en tabarouette sur la conscience collective. On a eu une influence, on a vachement influé aujourd'hui. Et je vous laisse le microphone pour vos commentaires et vos questions, s'il y a. OK? Merci beaucoup.